Bonjour toutes et tous. Nous sommes donc réunis cet après-midi au théâtre Berthelot, salle Jean Guérin, à Montreuil, pour un débat intitulé pour des nouveaux états généraux de la culture. Nous avons eu une première table ronde qui a brossé un peu le tableau, parfois un peu désespérant, de la situation du monde de l'art, de la culture et de l'éducation populaire. Nous allons, dans cette deuxième table ronde, aborder une question plus positive qui est, au fond, la mobilisation pour agir, justement, en faveur de nouveaux états généraux de la culture et en faveur de l'art, de la culture et de l'éducation populaire, afin de les mettre au cœur des enjeux d'émancipation humaine. Je rappelle qu'autour de la table, nous avons Agnès Fréchel, qui vient d'être élue dans le cadre du Printemps marseillais à la mairie de Marseille et qui est d'ailleurs adjointe à la culture d'un des secteurs de Marseille, mais qui est en même temps responsable d'un mensuel culturel qui s'appelle Zibline. Marion Gomard, qui est artiste lyrique, qui vient de nous en faire une petite démonstration, et qui en même temps est au SFA CGT. Voilà. Alexis Lorca, adjointe au maire de Montreuil, en charge de la culture et de l'éducation populaire et en charge de la même chose à l'agglomération Est Ensemble, c'est ça. Voilà. Clément Valette, graphiste et plasticien et qui est secrétaire du SNAP CGT. Julie Brochen, qui est comédienne et metteur en scène et directrice de compagnie théâtrale. Et donc la deuxième partie, c'est effectivement aborder les choses qui, si j'ose dire, qui fâchent. Voilà. Alors je vais faire une petite introduction liminaire le plus rapide possible, mais pour vous dire que quand on a envoyé le court texte que vous avez vu passer dans les réseaux sociaux, sur les mails, etc., pour vous inviter cet après-midi à débattre, j'ai eu quelques réactions, voilà, des réactions assez contradictoires, et je voudrais m'en expliquer parce que c'est pas inintéressant d'en dire deux mots. Certains nous disent « Oh, c'est fini les états généraux, il faut repenser, il faut réinventer, il faut faire autre chose totalement. » Et d'une certaine façon, les choses ont tellement changé qu'il ne faut plus regarder derrière. Et puis d'autres, certains m'ont envoyé des mails assez virulents de ce point de vue-là, nous ont reproché de vouloir effacer la mémoire des états généraux de la culture de 1987, voilà, il y a 35 ans, et par là même la mémoire de Jacques Ralite. Il est évident que tout le monde le sait, Jacques Ralite occupe une place considérable dans notre histoire politique et dans notre histoire culturelle, et dans l'histoire culturelle du pays d'ailleurs, voilà, et que ça serait vraiment être très présomptueux que de vouloir effacer sa mémoire. Je ne sais pas si on y parviendrait, mais en même temps, c'est vrai que nous ne sommes pas du tout dans cet état d'esprit. Nous sommes dans un double état d'esprit qui répond aux uns et aux autres. Nous voulons être dans la continuité, voilà, et la continuité avec Jacques et avec les états généraux de 87, c'est deux choses très simples. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est une lutte pied à pied contre la marchandisation de la culture et c'est la défense des services publics et des politiques publiques de la culture. Ça, c'est la continuité. Mais maintenant, il est évident que 35 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé et que nous avons besoin de l'eau à beaucoup coulé sous les ponts et nous avons besoin de nous renouveler et d'une certaine façon de réinventer les formes de l'action. D'ailleurs, je trouve que ça serait le plus grand respect que nous ayons à l'égard de Jacques, c'est précisément de faire ce qu'il a fait à son époque. À son époque, il a inventé, à nous de réinventer.
Qu'est-ce qui a changé? L'accélération de la marchandisation. Elle est partout. Elle est partout. Elle est même dans le spectacle vivant, alors que jusqu'à il y a 10, 15, 20 ans, le spectacle vivant était relativement protégé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et donc il faut repenser, le rapport de force a changé, il faut repenser les formes, les contenus de ce combat contre la marchandisation. Deuxièmement, c'est l'irruption des collectivités territoriales. On a longuement parlé tout à l'heure. L'irruption des collectivités territoriales dans la culture. Alexis a rappelé que 70% des financements publics de la culture aujourd'hui proviennent des collectivités territoriales. 70%. Et les communes tiennent une très grande place dans ce domaine-là. Mais cette éruption des collectivités territoriales, c'est le symptôme heureux d'une généralisation de la décentralisation artistique et culturelle. La première décentralisation, elle partait d'en haut, elle allait vers le bas. La décentralisation actuelle, elle irrigue. Elle irrigue tous les territoires. Elle est partout. Voilà. Et aujourd'hui, nous le savons bien, la création, l'action culturelle ne sont pas réservées à un centre qui ensuite se décentralise ou se déconcentre, mais la création et l'action culturelle sont partout, partout. Voilà. Vous avez des structures de création dans tous les territoires de notre République. Et enfin, troisième élément de changement, c'est la place très importante que nous devons avoir. En tout cas, tout le monde est sensible à ça. Et on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. C'est le rapport entre culture et éducation populaire. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 35 ans, soyons honnêtes, la préoccupation de revenir sur la fracture qui s'est opérée entre création et éducation populaire est une préoccupation centrale. Voilà. C'est une préoccupation centrale des politiques publiques de la culture. Et donc, vous voyez, Jacques Ralite, qui aimait bien citer les poètes, on avait un poète en commun dans nos fascinations, c'est René Char. Et René Char, il a une phrase que j'adore et que j'utilise beaucoup parce qu'il faut arriver à convaincre effectivement qu'il faut faire autre chose, qu'il faut se libérer du passé d'une certaine façon. Voilà. René Char dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. » Voilà. On ne nous dit pas ce qu'il faut faire, donc il nous faut inventer. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, c'est ma dernière remarque et je m'arrête de parler, il est important c'est pourquoi on a mis nouveau, il est important de repenser ce que peuvent être les États généraux d'aujourd'hui. Les États généraux d'aujourd'hui, ça doit être un processus citoyen, collectif, qui part d'en bas, qui part des territoires, qui part de l'ensemble des localités, qui doit s'inscrire dans la durée, qui doit partir des multiples structures qui vivent et qui font vivre les territoires, et qui fabriquent au quotidien le rapport de toutes et tous à l'art, à la culture, à l'éducation populaire, dans la cité, dans les écoles et dans l'espace du travail, où nous avons beaucoup reculé de ce point de vue-là. Voilà. Il s'agit donc de reconstruire ou de se donner le temps nécessaire d'un mouvement collectif citoyen, social, associatif, syndical et politique qui s'organise localement et qui débouchera bien évidemment le moment venu sur une initiative nationale. Mais c'est un élément important. Moi, ce à quoi je vous propose de réfléchir, c'est comment peut-on modestement et le faire en ne pensant pas qu'il suffit d'un appel pour tout résoudre, mais au contraire de mettre au travail des gens partout. Voilà. Je termine en disant que j'ai reçu un coup de téléphone, je ne sais pas s'il est revenu, Michel Dufour, d'Alain Vandermalière, qui a été le directeur de cabinet de Michel quand il était secrétaire d'État à la décentralisation culturelle. Alain Vandermalière m'a téléphoné avant-hier pour me dire il est remarquable ce texte
parce qu'au fond, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et moi, il est dans la région de Limoges, je crois, à la retraite, il est président des Francopholies de Limoges. Je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. Voilà. Et il m'a dit, moi, je suis prêt à faire. Là où je suis prêt à faire. Si tu veux que je démarre, je démarre. Voilà. Mais on est tous prêts à faire partout. Voilà. Allez, Julie, tu démarres ? Bonjour, ça fait du bien de vous retrouver, même si j'espérais qu'on serait plus nombreux. Je suis un peu déçue de ne pas voir cette salle pleine à ras-bas. Excuse-moi Julie, mais c'est interdit. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Évidemment. 1 sur 2. Mais on devrait désobéir à cet endroit-là, même si tout le monde est masqué, là, je trouve qu'on devrait désobéir à cet endroit-là. Et être capable de se rassembler d'une façon plus souvent, comme à Marseille, avec les sourires qui reviennent. Je prends pour commencer une phrase que j'ai échangée avec Jacques Ralit, moi aussi, parce que je rebondis sur ce que je viens d'entendre. Et je lui avais raconté, on avait l'habitude de s'appeler tous les dimanches matins, il était mon président d'honneur de ma compagnie depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai été la chanceuse parce qu'amenée par un papa militant aux premières réunions à Bobigny des États généraux de la culture, donc j'ai vécu ça d'une façon... comme de l'enfance de l'art ou l'enfance de la politique qui s'est éveillée en même temps pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir grâce à lui. Et ce fameux jour où je me suis retrouvée à Bobigny, où je ne savais pas ce que j'allais écouter, entendre, et même États généraux de la culture, quand on a 14 ans, on n'imagine pas trop ce que ça peut être. Il a eu quelque chose d'assez inouï, Jacques Ralit, et je voudrais vous en faire part pour qu'on s'en souvienne et qu'on se rééduque à cet endroit-là. Parce qu'on parle d'éducation populaire, je pense que c'est bien de considérer qu'on doit se rééduquer aux jeunes gens qui ne sont pas encore nés ou qui ont 20 ans aujourd'hui et qui ne sont plus du tout comme j'étais moi à 20 ans, dans le rapport au livre, dans tout ce qu'on a dit là. Il a pris son micro à un moment donné, impromptu, un peu comme Socrate l'aurait fait dans la rue, et il me l'a donné, il me l'a tendu, alors je ne levais même pas la main, hein. J'étais moi terrorisée à l'idée de prendre la parole, hein, évidemment. Et on débattait, il y avait une question très importante, etc. Et il m'a donné le micro pour que j'y réponde. Et cette volonté de me faire parler, peut-être parce que j'avais 14 ans, que j'étais une gamine et qui voyait ma bouille à côté de celle de mon père, qui devait être beaucoup plus concentrée que moi. Et dans cette déconcentration que j'avais attiré son regard. Et comme un jeu, comme il avait souvent ce talent inouï de l'émotion et de la communication physique de la parole, il m'a donné la parole. Il me l'a donné. Et outre le fait que ça m'a absolument mise en panique, hein, et que j'en tremble encore aujourd'hui en parlant, je pense que ce moment-là était décisif pour moi et que si j'ai fait du théâtre plus tard, ça a un lien. Et que si je me suis passionnée pour les États généraux aussi, évidemment, parce que j'y trouvais un endroit où la parole était donnée et où on apprenait à s'écouter, à s'entendre. Et donc, quand j'ai eu la chance, par ailleurs, après, de rencontrer Julien Gracq et qu'on avait cette passion en commun de Gracq, je lui avais raconté que j'étais allée le voir à Saint-Florent-le-Vieil et je lui avais donné cette phrase par laquelle je vais commencer. Il faudrait élaguer entre soi et le monde tout ce qui n'est pas heure d'écoute profonde. Et c'est Julien Gracq qui le dit, mais je rebondis sur ce que j'ai commencé à écouter quand je vous ai rejoint sur la lecture. Je pense qu'effectivement, il y a un champ d'investigation très important sur les auteurs, sur les droits d'auteur, sur les livres, sur la bagarre qu'on doit livrer tous dans notre entourage intime comme dans celui que nous avons public, pour l'amour des mots et du langage, parce que j'ai la sensation qu'on nous prive du langage aujourd'hui, ou en tout cas qu'on le déforme, et ce depuis un certain temps, bien avant la Covid.
Je me souviens qu'à la DRAC, par exemple, l'aide au projet des jeunes compagnies était devenue l'aide à la production. Donc le nerf de la guerre, on le sait tous, c'est l'argent, on le sait tous. Mais là, on parle d'art, de culture et d'éducation populaire, qui ont toujours eu lieu. Je parlais de Socrate dans la rue, mais il y avait Brecht aussi, qui allait dans les usines, qui allait dans les écoles, qui a fait des Lehrstück pour apprendre ensemble et pas vis-à-vis les uns des autres. Et donc la deuxième chose avec laquelle je voulais commencer de rebondir à ce que j'ai entendu, parce que j'avais prévu de parler d'autres choses, mais en fait c'est vous qui me faites parler et j'aimerais être le plus courte possible pour vous écouter après dans un vrai débat. C'est un film que j'ai vu en 2018 qui s'appelait L'époque. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui a été réalisé par Mathieu Barrère et Thibaut Dufay, que j'ai vu au Majestic Bastille, dans ce très beau cinéma, le Majestic Bastille. Mathieu Barrère et Thibaut Dufay, pendant Nuit debout, pendant, je ne sais plus d'un an, 1 an et demi, sans relâche, ont filmé les nuits de Paris, des jeunes gens de 18 à 25 ans, toute origine sociale confondue. Alors ça se passe en région parisienne, mais en région parisienne, on le sait, c'est vraiment très multiculturel, brassé socialement. On l'a vu avec Montreuil, mais Montreuil est aux portes de Paris et on voit qu'on est transversal maintenant, on est traversés tous par beaucoup de choses. Donc il y a des jeunes gens qui ont tous en commun d'avoir entre 18 et 25 ans, mais c'est le seul point commun qu'ils ont. Et quand on voit ce film, du haut de mes 50 ans, je peux vous dire qu'on prend la mesure que les jeunes gens de 20 ans aujourd'hui ne sont plus du tout ce que nous étions à leur âge. Mais plus du tout. Même dans le rapport au livre, j'enseigne, et donc j'arrête pas de me battre avec le fait que je ne veux plus de téléphone et je ne veux plus qu'ils lisent les textes sur les téléphones et que je suis prête à leur bousiller les téléphones tellement ça m'agace de voir des téléphones au théâtre, etc. C'est insupportable pour moi. Mais il faut que j'arrive à accepter que c'est leur lien maintenant, que leur lecture passe par le téléphone. Il faut que j'arrive, non pas à leur bousiller leur téléphone et à faire de la réaction, de devenir réactionnaire à mon tour, moi-même. Il faut que j'arrive, comme me demandait Jacques de le faire, de ne pas me battre, de ne pas censurer ce que je veux combattre. Et alors ça, c'est une chose. Il a commencé par me donner mon individualité. Et dans le collectif et dans l'envie qu'on a d'être ensemble, il faut absolument retrouver le lien à notre individu propre, à nos désirs que nous ne partageons pas. Et ça, dans les états généraux, il faut absolument qu'on pose la question de l'individu, parce que moi, je crois au collectif s'il met en valeur les individus que nous sommes, et c'est le seul endroit où je ne participerai jamais à des rassemblements de masse quand on oublie que chacun compte. Donc la culture pour tous devrait être la culture pour chacun, où qu'il soit, quel qu'il soit, quelle que soit sa représentation. On doit donner la possibilité de s'émanciper en tant que tel et d'être l'individu que nous devons être, que nous ne savons pas encore être, que nous deviendrons peut-être. Ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose à laquelle je tiens, c'est de ne pas combattre de ne pas censurer ce que l'on doit combattre. Et ça, c'est une torsion politique terrible, parce que j'aimerais tellement pouvoir. J'aimerais tellement pouvoir être radical et anéantir complètement ce que je récuse, ce que je déteste et tout ça. Et non, il ne faut pas. Et c'est une initiation que je m'impose encore aujourd'hui, parce que j'aimerais tellement, avec mes propres enfants, les éduquer comme je l'ai été dans ce que j'ai gardé de précieux et qui me fait vibrer. Mais je me rends compte qu'ils sont différents, que leur aspiration est différente, que leurs désirs sont différents, que leur rapport aux images est différent, que leur écoute du monde est différent, et qu'il faut absolument que culturellement, nous, on se rééduque à leur culture. Et ça, je ne penserait états généraux d'aujourd'hui qu'avec ces deux volontés de partage ou de curiosité ou d'animer un débat paradoxal, de se confronter là-dessus, parce que c'est pas simple,
Même pour moi, accepter ce que je récuse dans la discussion, c'est compliqué. C'est un exercice démocratique, ça aussi, d'accepter l'autre en tant qu'altérité. On en parle avec des mots magnifiques, mais on ne le fait pas. Et j'aime ça, moi. J'aime me confronter au téléphone portable avec des élèves comédiens. Parce que j'ai tort de leur dire dehors, je ne veux plus te voir avec ton téléphone portable, parce que c'est là qu'ils lisent les textes. Je ne suis pas pour, hein. Moi je suis pour les livres, je suis pour les photocopies même si on sait que ce n'est pas bon parce que ça gaspille du papier. Je suis pour le texte écrit, mais j'ai besoin de comprendre le vecteur qui les relie aux mots, parce qu'on est en train de nous priver du langage, de nous enlever les mots, de nous déposséder du langage, et ça c'est la vraie crise du Covid qui nous masque, qui nous empêche de parler, qui nous empêche même le contact. On paye sans contact maintenant, on fait tout sans contact. Alors que le contact, c'est le spectacle vivant, que sans le public, il n'y a pas de spectacle vivant, sans pouvoir s'embrasser, il n'y a pas de théâtre, sans pouvoir se toucher, il n'y a pas de pédagogie du théâtre, on ne peut pas faire des cours de théâtre en visioconférence, même si j'ai essayé, hein, je vous jure, j'ai essayé. J'ai fait de l'accompagnement psychologique pour des enfants qui sont en perdition aujourd'hui, et qui ont besoin de nous pour leur donner des vraies perspectives, parce qu'ils y ont droit, parce que c'est leur droit de revendiquer des vraies propositions de notre part, positives et structurantes, et pas seulement positives, qu'on puisse capitaliser avec eux sur des nouvelles fondations, quoi. Et ça, je suis sûre qu'on est capable de le faire. En tout cas, Jacques l'était, Jacques est toujours là, absolument. Même s'il nous manque, il est totalement là et il rigole. Merci Julie. Alors, peut-être que je ne vais pas continuer le tour, mais que je vais tout de suite donner la parole à Marion, parce que comme elle débarque, elle aussi, voilà. Donc elle n'a pas parlé dans la première table ronde, donc on y va. Oui, alors par rapport à ce que tu viens de dire, il y a plein de choses à dire. Alors, moi, je suis chanteuse lyrique. Là, on vit en ce moment, c'est très particulier ce qu'on vit, parce que nous, on est vraiment interdit de travailler, parce que le chant, c'est ce qu'il y a de pire, paraît-il. Donc, c'est-à-dire que là, je culpabilise même. Là, j'ai fait trois petits sons. Je me dis, oh là là, je suis pleine d'aérosols, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai qu'on vit, il y a quand même en ce moment quelque chose d'assez particulier aussi dans notre métier, de comment faire notre métier, parce que voilà, même enseigner, nous, on fait un métier où on touche, on chante. Je peux pas dire dans un duo d'amour ténor avec qui je travaille, chante moins fort et à 3 mètres de moi, c'est pas possible. Donc effectivement, là, on a à un moment donné on va dire de pause de contact, pause créative, mais de toute façon, c'était quelque chose qui avait lieu avant le Covid et la Covid. Et d'autant plus, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, de ne pas jouer à plusieurs. Vraiment, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget pour des spectacles à plusieurs sur scène. Donc si on veut faire un spectacle qui fonctionne, il faut qu'on soit 2. Voilà. Alors, bon, j'ai de la chance, voire tout seul. J'ai de la chance, moi, je suis obligée de travailler avec quelqu'un, un pianiste ou des musiciens. Donc je peux difficilement faire de spectacles toute seule. Donc je fais des spectacles, on est au moins 2. Et c'est terrible parce que là, il y a 2 ans, avec des amis, on avait un projet de faire un grand spectacle, justement, assez politique d'ailleurs, où on voulait être très nombreux. Et puis tout le monde disait, non mais votre dossier, enfin, vous oubliez tout de suite, vous êtes sûr, vous ne pouvez pas faire ça à 3, allez, 4 grand maximum, mais là à 7, vous êtes fous, c'est de la folie. Et il y a vraiment cette pression de faire de la création tout seul. Et c'est difficile. On ne peut pas faire de la création tout seul. On est obligé d'être à plusieurs. C'est l'humanité. On a besoin d'être en contact avec l'humain, avec d'autres opinions que la nôtre aussi. Ça fait du bien.
Donc il y a déjà cette question de l'artiste individuel, c'est impossible. Ça, c'est vraiment la chose qui me semble la plus importante. Alors, oui, là, je parle plus en tant que chanteuse lyrique plutôt qu'en tant qu'élue du SFA, parce que tout ce que j'ai entendu, finalement, on est d'accord. Là, la question, c'est effectivement quoi faire pour amener à l'ouverture sur les différentes cultures, sur les cultures. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je trouve importante. Moi, je fais un métier, on va dire, très élitiste. Chanteuse d'opéra, c'est quand même... c'est vraiment un métier de riche. Et d'ailleurs, je peux dire qu'effectivement, on est très très peu à venir du 93 dans ce métier. Donc, moi, je suis enfant d'ouvrier. Donc, c'est sûr qu'on est quand même pas beaucoup. C'est d'une certaine façon aussi des sacrifices de la part de mes parents, etc. Donc de toute façon, déjà dans mon métier, il y a effectivement faire de l'opéra, c'est pas évident, c'est long, ce sont des études très longues. Et vraiment l'enseigner, c'est... j'adore aller dans les écoles, etc. Et pour moi, c'est... l'idée de se dire c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est hyper important. Et là, quand j'entends justement d'être ouvert à toutes les cultures, mais il y a aussi ce besoin d'ouvrir aussi toutes les cultures à tout le monde. Et là, en ce moment, donc je suis dans une association, on travaille beaucoup dans des écoles, dans des collèges, pour faire justement des ateliers d'écriture avec les enfants. Et les enfants, donc, écrivent un livret d'opéra, travaillent avec un compositeur, chantent l'opéra, font les costumes, les décors, etc. Ce qui, pour moi, est vraiment nécessaire pour justement ouvrir aussi à notre futur public, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, où on se place, mais aussi quel est le public qui vient nous voir. Et ça, c'est sûr qu'en tant que chanteuse d'opéra, je vois bien que le public, c'est un peu toujours le même. Et d'ailleurs, il est un peu vieillissant, ce qui fait que de toute façon, là, avec la Covid, c'est d'autant plus difficile de faire notre métier. Mais vraiment, cette question d'éducation populaire est hyper importante. Et à la fois, il faut faire très gaffe aussi à cette notion-là, parce que justement, là, depuis 1 ou 2 ans, moi, j'ai vraiment l'impression d'être avant tout une intervenante artistique que d'être une artiste qui fait de la création, qui crée. Parce que de toute façon, il n'y a pas de budget pour la création, effectivement, l'argent, nerf de la guerre. Mais aussi il y a justement que des budgets pour la création artistique en milieu pédagogique. Voilà, c'est vraiment la création artistique pédagogique. C'est passionnant, j'adore ça, mais c'est pas ma formation première, c'est pas mon métier premier. Et ça, c'est vraiment une des difficultés d'ailleurs du métier. J'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que moi, j'arrive à faire justement des interventions artistiques en tant que chanteuse lyrique, donc déclarée en tant que chanteuse lyrique. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'artistes. Donc ça, c'est vraiment une difficulté de l'intervention artistique, en tout cas. Et puis justement, voilà, la question, donc là, ce qu'on fait dans plusieurs collèges, que ce soit dans le 93 ou en Normandie, avec l'association avec laquelle je travaille. Alors justement, en tant qu'association, nous, on se bat pour que ça devienne un service public. C'est-à-dire que nous, on est une association, mais on fait tout pour que justement les coordinateurs soient engagés par des mairies. L'idée, c'est que justement, ce soit les villes aussi qui prennent en main cette éducation-là et ne pas justement la décharger justement auprès d'associations. Alors ça, évidemment,
c'est facile à dire et un peu plus difficile à faire, mais je pense que ça, c'est vraiment un axe vers lequel il faut aller. Et là, justement, on voit bien au SFA, il y a tout un groupe de militants qui ont monté dans les Pays de la Loire une action. Là, on parlait d'action. Donc là, c'est vraiment une action artistique post-Covid, ou en tout cas pendant Covid, qui s'appelle Ouvrir l'horizon, qui justement qui rejoint plusieurs compagnies artistiques ensemble, qui travaillent localement et qui justement travaillent ensemble, créent ensemble pour trouver une nouvelle façon de faire de l'art en ce moment, que ce soit avec justement toutes les disciplines artistiques confondues. Et ça, c'est assez chouette. Moi, j'ai essayé de le faire dans le 93, ça n'a pas trop marché, parce que bon, c'est encore une fois, pas assez de sous. Ceci dit, à Saint-Ouen, il y a tout un groupe qui a réussi à faire justement un festival autour de plusieurs disciplines. Donc il y a des choses qui se font. Mais la question, effectivement, c'est de se dire qu'il faut être soutenu, et il faut être soutenu autrement qu'individuellement. Il faut être soutenu là en collectif. Et c'est ça qui est vraiment difficile actuellement. Merci Marion. On va reprendre le circuit, mais on est bien parti sur cette question, au fond, être fidèle à l'histoire et renouveler. Renouveler, ça veut dire aujourd'hui partir du réel. Et je trouve que ce qu'on vient d'entendre, c'est une pratique artistique qui est aujourd'hui très largement répandue, qui en même temps pose problème, parce qu'il y a plus d'argent pour aller vers l'école et moins d'argent pour créer, alors que normalement les opéras sont là. Mais que font les opéras, par exemple ? Question. Clément. Oui, ça pose, enfin ça me rappelle encore notre président quand il nous parlait d'enfourcher le tigre et de prendre le jambon et le fromage, où il posait la question en fait de l'utilité de l'artiste, quand il disait que les artistes devaient se remettre en question et justement partir à l'école et arrêter en gros de faire leur travail en vrai. Enfin, il y a quand même, je trouve que c'est la petite limite qu'il y a dans l'utilisation de l'artiste de manière pédagogique, qui est un peu détournée parfois, je pense, par les capitalistes, quoi, où on remplace justement des métiers, des professeurs. J'ai participé à un parcours qui s'appelle Création en cours. Et quand je suis arrivé dans les écoles au fin fond de la Creuse, on m'a expliqué qu'il y a 10 ans, en fait, il y avait des profs d'art plastique qui circulaient entre les différentes écoles pour faire ce que l'on faisait, en fait, d'une manière récurrente et organisée. Donc il y a quand même aussi cette destruction. Il y a aussi un rapport qui est souvent lié à une forme de jeunisme, parce que ces programmes-là, ils sont destinés de ce que j'ai compris, qu'aux jeunes qui sortent de l'école, donc il faut avoir moins de 30 ans. Il y a aussi ce projet-là, donc les artistes qui ont plus de 30 ans, on s'en fout. Enfin, c'est ce que Emmanuel Macron disait quand il avait son programme de culture, justement, pour répondre à la crise. C'était aider les jeunes, pas les vieux artistes, quoi. Enfin, les vieux, à passer 30 ans, on n'est pas si vieux que ça, je crois. Et après, moi, j'ai l'impression en fait qu'il nous montre vraiment un contre-modèle. Les espaces communs, ils existent. Je pense que c'est l'espace public. Alors, tout ne peut pas y exister, mais c'est un endroit où tout le monde se croise. Il y a des jeunes, il y a des vieux. On a vu pendant la crise des retraites, enfin les réformes des retraites, moi j'ai trouvé l'opéra dans la rue, c'était juste magnifique. Après, j'aurais aimé qu'il soit ailleurs que devant l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille. Je pense que ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'était déjà quand même pas mal. Et après, pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la crise du langage, je pense qu'elle est plus vieille que la crise du Covid. Je pense que c'est un truc justement qui nous structure par
c'est peut-être passé par les entreprises, je ne sais pas, je pense l'anglicisme, toutes ces choses-là, et là encore avec Macron, je pense que c'est encore pire, où il utilise des mots pour dire l'inverse, mais ce n'est pas le seul à le faire, c'était déjà fait avant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis assez court. Merci Clément. Alexis, tu vas sans doute nous parler de ta première expérience à Montreuil de lancement oui. des Alors, États généraux. Il y a plein de choses. Je voulais juste, pour aller sur ce que disaient Marion et Clément, sur cette impression d'être intervenante artistique plus qu'artiste, ça c'est un vrai souci, quoi. C'est un vrai souci. Et on le voit par exemple, nous sur le territoire, les artistes maintenant vont beaucoup sur tous les dispositifs politiques de la ville parce qu'ils savent que là ils vont pouvoir faire quelque chose. Parce qu'effectivement l'argent pour la création n'arrive plus. Et ça c'est vraiment un problématique. Après, très honnêtement, et je le disais tout à l'heure, les artistes, nous sur nos territoires, qui interviennent, c'est juste une richesse monumentale. Mais que ça devienne la majeure partie de votre métier, c'est là où il y a vraiment un problème. Parce que vous n'êtes pas des enseignants, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, vous êtes des artistes, quoi. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde. Pour justement cette culture pour tous dont on parle tout le temps, on a besoin des travailleurs sociaux, on a besoin des enseignants, on a besoin des artistes, quoi. On a vraiment besoin de tout le monde. Alors après, sur Jacques Ralit, que j'ai moins connu que vous, moi, ce qui me frappe, c'est que déjà, dans ce qu'il a écrit et puis quand il fabriquait ces états généraux de la culture, il parlait déjà d'essayer de renouer le lien entre le politique et le poétique qu'il trouvait déjà très distendu. Alors là, maintenant, c'est plus distendu. Hein. Là, ça a craqué, ça a vraiment craqué, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant, mais on peut tout à fait revenir. Ce qu'on défait, on peut le refaire, et ce qu'on fait, on peut le défaire, quoi. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut rester extrêmement optimiste. Après, la façon dont on peut, effectivement, on est sur une autre époque, plus rien n'a à voir avec ce qu'était le contexte national, voire même international, au moment des États généraux lancés par Jacques Ralit. Et moi, j'ai relevé dans le précédent débat ce que vous avez dit. C'était Agnès qui disait comment convaincre certains publics qu'on n'est pas des ennemis de classe, mais qu'on est des alliés de classe quand on est des gens qui travaillons dans les arts et la culture. Et puis l'intervention de Clément disant pendant le confinement, il a fallu les graphistes qu'on fasse quelque chose. Moi je suis donc représentant syndical et ça n'a pas pu passer par le syndicat. Il a fallu monter un collectif pour pouvoir faire venir des gens. Donc le fait qu'il y ait besoin de faire quelque chose, il est partagé, il est même peut-être de plus en plus partagé, sauf que l'outil pour pouvoir le créer, en tout cas, il y a une énorme défiance envers les outils qui existent, qui sont les partis politiques et les syndicats, voire même les organisations professionnelles. Donc je pense que là, il y a une question à se poser, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les partis ou que les organisations syndicales soient en dehors. Je pense qu'il faut qu'elles en fassent partie, mais il faut en tout cas trouver des outils qui puissent fédérer le maximum de monde. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, on a parfois l'impression d'être des ennemis de classe face à certains publics, mais c'est pas aussi tranché que ça. Et par exemple, quand on parle de la culture pour tous, etc., on nous dit mais de toute façon ça ne marche pas et tout ça. Ça, c'est pas vrai que ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Ça marche beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est évidemment pas l'idéal et ce qu'on voudrait. C'est évident que tout ce travail qui est un travail au quotidien, un travail de fourmi, dès qu'il y a un tremblement du monde, de la société, alors ça peut être une crise sanitaire, une crise économique, ça peut être les attentats qu'on
qu'on a vécu. Évidemment, là, on a l'impression de repartir en arrière. Mais ce travail, quand même, d'abord, il existe. Nous, dans nos établissements publics, il y a des agents qui sont à 100% embauchés pour faire de l'action culturelle, faire ce lien. Donc ça existe. Et si les résultats ne sont pas là où ceux qu'on voudrait, ça existe. Ils sont quand même là et ça va quand même... ce travail est fait et il a des résultats. Parce que je pense que sinon, si on se dit que rien ne sert à rien, que les théâtres, c'est toujours les mêmes qui y vont, ce n'est pas entièrement vrai, quoi. Ce n'est pas entièrement vrai, en tout cas dans les établissements publics. Moi, je le vois au CDN de Montreuil, c'est certainement l'équipement public le plus jeune et le plus diversifié dans le public. Alors bien évidemment, grâce aux dispositifs qui sont mis en place avec les collèges et les lycées, mais n'empêche que ces enfants-là ont accès à ces créations-là. Voilà. Et après, donc je voulais venir, oui, évidemment, sur l'expérience qu'on avait faite à Montreuil, donc c'était en janvier 2018, quand, dans le cadre du comité d'action publique 2022, le ministère de la Culture a fait ses propositions qui étaient, sa contribution qui était extrêmement fâcheuse, on va dire. Je ne vais pas tout récapituler, je pense que vous avez suivi. En gros, c'était comment on fait pour que tout ça nous coûte moins cher. Alors, c'était la culture, c'était absolument dans tous les ministères. Bon, c'est là qu'on a eu conservé des archives essentielles, enfin des choses absolument horribles, comme on a pu le voir. Et donc, à Montreuil, ce qu'on a fait, moi, ça m'est arrivé, tombé du camion, le rapport avant tout le monde, avant qu'il soit rendu public, c'était... Voilà, on a eu ça entre les mains, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, le travail qui a été fait à ce moment-là, ce qui s'est appelé après l'appel de Montreuil, qui a débouché sur un texte, c'était déjà de mettre en lien l'ensemble des... le plus possible d'organisations professionnelles et de syndicats professionnels pour essayer de voir comment tous ensemble on pouvait créer une plateforme, donc c'est commencé, c'est juste un début, une plateforme pour être en lien régulièrement, alors entre les associations, entre les organisations, il peut parfois y avoir des tiraillements, des positions qui ne sont pas les mêmes à un moment, mais là, en tout cas, tout le monde a joué le jeu en disant ce qui nous arrive devant, c'est suffisamment énorme et terrible pour qu'on passe au-dessus les petites dissensions qu'on peut avoir actuellement pour monter quelque chose. Donc ça, voilà, moi, alors on l'a fait comme ça parce qu'il fallait aller très très vite. Se sont ensuite alliés, notamment à Montreuil, parce que le territoire, il y a suffisamment d'artistes, beaucoup d'artistes. Mais en tout cas, on a commencé quelque chose qui pourrait, qui pourrait être, si vous créez autre chose. En tout cas, on a ce petit collectif qui existe. On a lancé une pétition qui est vite montée à 12 000 signatures, enfin très très vite, ça a été. Et ce qui était intéressant, c'était dans les commentaires liés à la pétition, beaucoup de gens, de public, c'était pas forcément des artistes, disant moi j'habite en ruralité, voilà, et qui disaient ce qu'était leur rapport à la culture et en quoi c'était important pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce petit collectif, on a déjà essayé de trouver une plateforme qui soit autre chose qu'une plateforme uniquement syndicale ou uniquement partisane, d'un parti. Voilà. C'était encore une fois des gens et des organisations qui n'étaient pas d'accord sur tout, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tout cas un endroit où on puisse, parce que les coups portés aux politiques culturelles, c'est ce gouvernement, c'est celui d'avant, et puis ça sera certainement celui d'après, quoi. Je veux dire, si on n'a pas de plateforme pour réagir très très vite tout le temps, si on ne se parle pas, parce que entre les différents métiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, on avait des archéologues. Franchement, savoir ce qui s'y passait, on ne savait pas ce qui s'y passait. On ne savait pas ce qui se passait au ministère de la Culture non plus. Nous, le ministère, c'est un grand truc. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Quels sont les métiers à l'intérieur? On ne savait pas ce que tu dis, tu vois. Donc, tu aurais eu des choses à leur dire. Mais voilà. Et c'est extrêmement, moi, ça me semble en tout cas extrêmement important, et c'est extrêmement important pour le public aussi, de savoir ce qui se passe dans les métiers et de pouvoir en tout cas faire débattre
ensemble les différents métiers qui composent les arts et la culture. Voilà. Merci Alexis. Avant de passer la parole à Agnès, on ne se situe pas du tout. Le débat de cet après-midi n'a pas pour vocation de créer un nouvel appel ou une nouvelle structure. Moi, je suis tout à fait disposé à ce qu'on reparte de l'appel de Montreuil et de toutes les forces qu'il a permis de rassembler. En tout cas, je crois que personne n'a de volonté ni hégémonique ni monopolistique. L'idée aujourd'hui, c'est de faire repartir une mobilisation à partir des lieux où les pratiques de création et les pratiques artistiques et les pratiques culturelles se développent et se heurtent à de véritables murs. Voilà. Et notre ambition n'est absolument pas de prendre les choses en main. Notre ambition, c'est au contraire de faire en sorte que tout le monde se rassemble. Les forces politiques, les forces syndicales, les forces associatives, le mouvement artistique et culturel, les artistes eux-mêmes, etc. Voilà. On sent bien qu'on a du mal à faire que l'enjeu culturel soit un enjeu central dans la société française. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On le sait bien. Agnès le disait tout à l'heure, mais on sent bien qu'on a des difficultés considérables de ce point de vue-là. Voilà. D'ailleurs, moi, je n'ai préparé aucun appel de fin de débat. Je n'ai pas de texte que je vais sortir de ma poche. Je souhaite même que se mette en place une sorte de collectif pour impulser partout en France des initiatives et n'ayons pas peur de nous inscrire dans la durée. On ne va pas résoudre le problème dans les 2 mois qui viennent, ça me paraît évident. Agnès, puis ensuite, si on parvient à garder un petit quart d'heure pour... Je vais faire très vite. En fait, ce qui me vient d'abord comme ça à vous écouter, c'est l'idée que oui, il faut qu'on instaure un rapport de force en fait. C'est un mot qu'on oublie, mais il est réel. On a en face de nous des murs qui nous sont posés volontairement pour nous empêcher d'exister. Face à des murs, on ne s'assied pas devant pour y réfléchir, on se met ensemble et on essaye de les défoncer. Il faut se donner les forces pour les défoncer, en fait. Et les forces, elles sont... quand je dis qu'on ne se met pas assis par terre pour y réfléchir, ça veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir, hein, mais qu'on ne doit pas analyser la situation, surtout. Mais ça veut dire qu'en tous les cas, il faut qu'on imagine des forces. On a beaucoup parlé de Rallye, puisqu'il est question des États généraux. Et tu disais, Alain, c'est vrai que tu cites souvent cette citation de Char sur l'héritage. Se libérer du passé. Oui. Peut-être qu'il faut changer d'héritage. Moi, j'aimerais rappeler celui de Jean Vilar, puisqu'on est dans le théâtre populaire. Il va être mort depuis 50 ans l'année prochaine. Au niveau du théâtre populaire, il a inventé des choses, moi, il m'avait semblé que dans ce deuxième débat, on était plus sur le spectacle vivant. Donc, c'est pour ça que j'en viens au théâtre, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean Vilar, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Parce que c'est quelque chose qui peut peut-être nous aider à penser ça. Il a dit qu'il fallait qu'on donne à manger aux spectateurs, qu'il y ait des lieux de restauration, qu'il fallait penser les tarifs, qu'il fallait faire des feuilles de salle, qu'il fallait expliquer ce que les gens voyaient, qu'il fallait leur demander leur avis et faire des débats après pour qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient pensé du spectacle. Waouh, ça fait 50 ans qu'il est mort, donc ça fait beaucoup plus que ça qu'il l'a mis en œuvre. On n'a pas beaucoup bougé depuis là-dessus, sur ces questions-là. On a bougé sur d'autres, hein. On a bougé sur... il y a un peu plus de femmes, heureusement, même si elles sont maltraitées aussi parfois, souvent. Il y a plus de diversité, on a pensé les choses différemment, mais cette idée de comment on permet
aux œuvres d'accéder, enfin comment on permet d'accéder aux œuvres plus exactement, c'était déjà tout là-dedans, dans ce qu'il a fait, et la décentralisation en partant en Avignon. En revanche, la fabrique d'une culture populaire qui pourrait être une vraie culture, ça, il n'y a pas pensé. Donc on sait grosso modo sur quoi on a progressé, mais on a déjà des armes depuis très longtemps. Quand vous dites que l'argent va au dispositif pédagogique, c'est vrai, c'est pas vrai. L'argent, malheureusement, va au dispositif pédagogique pour les petites compagnies qui vont chercher la subvention, mais on sait très bien que l'argent de l'opéra, on sait où il est. Hein. Il est à l'Opéra Garnier, il est à l'Opéra Bastille, qui mange la quasi-totalité de tout le budget lyrique de France. Donc, les équilibres, ils sont ceux-là, les équilibres budgétaires. On n'a pas à se chercher commande de petite enveloppe en petite enveloppe, on va pouvoir rééquilibrer la création, le pédagogique, le théâtre, la danse, parce que quand même ceux qui morflent le plus actuellement, c'est les danseurs, encore plus que vous peut-être, parce que les carrières sont courtes. Les carrières sont courtes. C'est terrifiant pour des jeunes danseurs de ne pas danser pendant 1 an. Donc je ne sais plus ce que je disais. L'équilibre Paris-Province. Province, déjà. L'équilibre Paris-Région. Enfin, c'est tellement aberrant. Évidemment, 70%, c'est les collectivités locales, sauf à Paris. À Paris, c'est l'État. Hein? Quand on aura rééquilibré un petit peu cette chose-là et qu'on pensera, oui, que la décentralisation, ça veut pouvoir dire qu'on fabrique des choses en région et qu'elles remontent. Parce que ça n'arrive jamais, cette chose-là. Ça n'arrive absolument jamais. 70% du budget de l'État est à Paris. Les collectivités locales pourraient faire de la création plus facilement si elles avaient plus d'argent de l'État. La loi 3D, c'est quelque chose qui va nous massacrer si ça arrive. Heureusement, elle a été un peu ralentie par la Covid. Je ne sais pas pourquoi on le dit là depuis quelque temps. Hein, c'est la peste, là. Hein. On disait le... Parce que la peur, c'est les femmes. Oui, parce que la peste, c'est les femmes, je pense, hein, très profondément. Que si on nous reprend chaque fois qu'on dit le Covid, hein, voilà. Donc moi, je vais continuer à dire le Covid. Voilà, la grippe, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Donc on va dire le Covid. C'est elle qui est... Ok. Allez. Donc t'es la reine pour provoquer les digressions, vas-y. Je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Sur l'équilibre Paris-Province. L'équilibre Paris-Province, c'est abominable. C'est ça qui nous mine. C'est ça qui fait qu'on est obligé, quand on est une collectivité locale ou quand on est une commune, d'aller vers nos missions qui, même si elles ne sont pas des missions obligatoires, sont quand même les missions qui nous reviennent, c'est-à-dire l'éducation artistique de niveau 1. L'éducation artistique de niveau 1, le musée, les bibliothèques, ça mange le budget. Et on n'a plus d'argent, après, pour faire de la création, c'est-à-dire pour donner aux artistes, aux compagnies qui ne sont pas parisiennes, de l'argent pour faire autre chose que des actions pédagogiques. Donc on rame parce qu'on essaye de donner de l'argent parce qu'on a très envie que les artistes fassent des actions pédagogiques. On n'a pas assez d'argent pour susciter les créations parce que ça coûte cher de susciter les créations, de payer les créations. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le communiqué de presse, dans le communiqué du ministère sur les 2 milliards. C'est que il y a 400 millions sur ces 2 milliards. Non, il y a 400 millions sur ce 2 milliards qui va au spectacle vivant. Sur ces 400 et quelques millions, 420 millions, je crois, il y a 220 millions qui va au théâtre privé, 200 millions qui va au théâtre public. Si on réfléchit un peu, enfin au théâtre, au secteur privé et au secteur public, parce qu'il y a aussi la musique là-dedans, évidemment. Si on réfléchit un petit peu, au départ c'est choquant, puis si on réfléchit un petit peu, on se dit que ça dépend ce qu'ils entendent par privé. C'est le secteur subventionné fait partie du privé, c'est-à-dire le secteur associatif pour la plupart. C'est normal qu'il y en ait autant qui aillent au privé qu'au public, puisque... Mais en fait, il y a une petite chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il y a le détail de ça, et il parle non pas de subventionner, mais de conventionner. Conventionner, ça veut dire par l'État. Ça veut dire que pour l'État, il y a les compagnies conventionnées par eux-mêmes, et que tout le reste, ça n'existe pas, c'est du privé. Et ça n'est pas récent.
Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que la compagnie, et on sait comment il fonctionne, c'est-à-dire, dans une région, grosso modo, ils conventionnent une compagnie de théâtre, allez, une compagnie de danse, puis c'est tout. Donc les autres, c'est les collectivités locales qui s'en occupent. Mais ça veut dire que s'ils ne donnent plus de l'argent qu'à cela, et que même dans leur plan de relance, ils ne donnent de l'argent qu'à cela, les autres vont mourir. Et cette confusion entre subventionné et conventionné, dont je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte quand ils ont écrit le... Si, je les crois plus naïfs que ce qu'ils sont. En tous les cas, elle est abominable, parce qu'elle tue... T'es une grande naïve. Oui, je suis naïve. Elle tue la diversité. Elle tue toute diversité, c'est-à-dire qu'elle établit un artiste de chaque discipline, si ça existe encore, par grande région. 30 compagnies nationales, c'est ça? Oui, il y avait le principe, ils avaient sorti une sorte d'homologué compagnie nationale aussi, ça c'était grandiose ça. La compagnie Presque nationale. avec un uniforme et un salut. C'est ça. Compagnie nationale. Ouais. Quand on a vu les gens que Bachelot a reçus Oui. pour le spectacle vivant, entre guillemets, c'était les présidents du syndicat des théâtres privés. Oui. Et c'était en réalité les 70% dont tu parles, la répartition du fric. Le théâtre privé en question, c'est essentiellement le théâtre parisien. Hein. Il n'y a pas de théâtre privé dans les grandes capitales régionales. Il n'y a pas de théâtre privé. On va à Strasbourg. Or, je vous rappelle que, en fait, à Paris, Paris et le bassin parisien vit à peu près 10% de la population française. 10% sont dans la ruralité. Et qu'on a donc 80% de la population française qui vit dans des villes de province. Ce qui, très logiquement, devrait donner, si on considère que notre République est sous le signe de l'égalité, 80% du budget de l'État qui va aux villes de province. Or, on en a actuellement 30%. C'est la grande inégalité sur laquelle, il me semble, il faudrait qu'on se batte. Et cette inégalité induit une chaîne de conséquences, dont le manque de diversité. Évidemment, quand on ne peut sortir qu'une compagnie, la diversité est beaucoup plus compliquée. Quand on ne peut sortir qu'une compagnie, c'est souvent un homme. Ce sont souvent les mêmes. Et puis, on ne va pas tuer un artiste pour le remplacer par un jeune. Donc, on a des artistes vieillissants. Enfin, on a une série de choses qui sont faites par cette espèce de système d'exclusivité et de protection de l'unicité qui induit la disparition de la petite flamme qui fait que les choses nouvelles peuvent naître. Et la petite flamme qui fait que les choses nouvelles peuvent naître vient des collectivités. Mais il faudrait qu'elle soit abondée par l'État, et pour ça, il faut rétablir un rapport de force. Et rallumer les étoiles. Covid oblige, je l'ai mis ni au féminin ni au masculin, vous avez remarqué. Si vous demandez la parole, vous êtes obligé d'aller parler au micro qui est là sur le côté. Moi, je m'appelle Yasmina Seglou. Je suis un pur produit de la Seine-Saint-Denis. Je suis fière d'habiter ce département. Et puis, je suis venue j'ai pris une demi-journée parce que je suis de la santé et de l'action sociale. Et je pense que la pandémie ne nous unit pas, elle nous divise. Et je me sens héritière des États généraux. Ça a été dit. J'ai un peu d'émotion toujours parce que je suis présidente d'un festival qui est très original en Seine-Saint-Denis et dont vous avez parlé, ça m'a fait beaucoup plaisir pour eux. C'est le Festival international de rencontres des chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, où on a fait venir, en tous les cas grandir, un tas de chorégraphes qui sont aujourd'hui aussi dirigent des fois des scènes nationales. Mais j'aimerais sur comment transmettre l'histoire. Ça passe par l'éducation, mais c'est la culture qui nous a éduqués. Et j'en ai bénéficié enfant, parce que je pense qu'on est une terre qui est capable de le dire. À Marseille, ça veut dire raconter nos histoires, et je pense qu'il ne faut plus qu'on se raconte d'histoire. Si on veut se rencontrer, il faut qu'on parle tous le même langage.
les artistes, ils ont envie de vivre, mais nous, le public, on a envie de vivre avec eux. On n'est pas que des consommateurs. Et ce que vous avez dit, j'allais vous tutoyer. Pourquoi je me sens héritière, c'est que nous, les salariés de la santé et de l'action sociale, on sait qui a été le meilleur ministre de la Santé. C'était Jacques Ralitz. Et pourquoi? Et c'est assez extraordinaire, dans ce qui a été écrit ces derniers jours, que le Parti communiste, qui fait l'initiative de la fête de l'humain, ne n'a pas fait la relation entre les deux. S'il était là, je pense qu'il aurait fait quand même un retour en arrière de 84 et des années 80, dont je suis un produit, parce que c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment. Bien sûr qu'il faut essayer de... On a dit, le premier slogan, vous savez, le 17 mars 2020, ça ne pourra plus être comme avant. On ne peut plus fonctionner comme avant. On ne peut plus penser de la même manière parce que la population, on nous a enfermés dans un bocal dont on a... Or que, vous avez raison, on a les masques, on s'y habitue, on accepte les terrains, on accepte de fermer les théâtres, etc., etc. Non, on ne l'accepte pas. Mais ce qu'on nous demande, c'est si on devient bandit, si on transgresse, on nous renvoie à ce qui se fait ces derniers jours, la sécurité. Et pour moi, il y a un slogan, si j'aimerais que ça se poursuive, c'est pas nous, le festival aide à la création, justement. On annule le festival, on a tenu à ce qu'il va avoir lieu là, on espère que ce soir, demain, il ne va pas nous annoncer qu'on ne peut pas, mais on a quand même renvoyé dans le trimestre qui vient 17 compagnies qui vont faire leur spectacle en Seine-Saint-Denis. Il y aura à Montreuil, évidemment, puisque c'est toujours Montreuil qui l'ouvre, Montreuil. Et c'est un festival nomade dans tout le territoire, donc la question du territoire. Et je finirai parce que j'ai reçu une note des financeurs. Parce que moi, j'ai 2 tutelles. J'ai la région, la DRAC, puis j'ai le département, qui donne aussi, et ce n'est pas ses missions premières de donner des sous pour les festivals. J'ai reçu 2 notes qu'on adresse aux présidents des associations qui produisent de la culture, parce que c'est comme ça qu'on cause, et on me dit qu'il faut que je ancre le festival encore plus dans les territoires. Mais s'il y a un des festivals à la question du corps et à la question de la santé, comme nous on le porte nous, c'est-à-dire les valeurs de l'OMS, c'est-à-dire la culture, la santé et l'éducation, ne peuvent pas être dissociés. Et on me demande de l'ancrer encore plus dans les territoires, et faisons attention sur le domaine artistique, c'est-à-dire des initiatives artistiques, ce que vous avez dit, et de faire en sorte que la partie aide aux œuvres et à la création soit beaucoup plus aux artistes locaux. D'accord. Et ben, je pense que moi, je ne l'ai pas lu, Merci. artistes locaux qui vient issus des territoires de Seine-Saint-Denis. J'ai dit issus du monde. Parce que sinon, oui, il y a des artistes qui sont en devenir en Seine-Saint-Denis, mais la question de territoire, elle est plus vaste, puisque c'est un festival international. Voilà, et je tiens à vous remercier parce que je me suis demandé si... je crois que le public, il n'a pas besoin de l'aide des artistes, il a besoin que les artistes soient devant pour nous aider à vivre et pas à survivre, surtout ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais elle est le suivant. Oui, c'était pour poser une question un peu personnalisée. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Madame Roselyne Bachelot en tant que personne ministre de la Culture et de son début d'action au ministère. C'est un peu personnel. Mais... Merci beaucoup. Roselyne Bachelot est la 3e ministre, je signale, du président Macron. C'est la 3e ministre en 3 ans, ce qui montre qu'on a un pouvoir qui nous prive d'art et de culture, mais qui, lui, a un mal fou à faire croire qu'il défend l'art et la culture, et il ne sait plus très bien comment le faire. Donc il a fait plusieurs tentatives, Françoise Nyssen, l'éditrice, Marion, ce qui prouve d'ailleurs que
Il suffit pas d'être éditrice pour être une bonne ministre de la Culture, mais enfin, voilà. Mais le garagiste France Riester qui ne laissera pas un souvenir impérissable à la rue de Valois, et puis Roselyne Bachelot, la reine du shopping, dont on attend toujours, qui a une capacité à se mêler les pinceaux d'ailleurs extraordinaire. Je vous conseille vraiment la lecture de son entretien au Monde de la semaine dernière, parce que vous vous rendez compte qu'elle n'apporte de réponse à rien. À rien. Langue de bois, langue d'acajou, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas terrible. Allez. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de loi Bachelot sur la culture, là, très franchement. Rapide, 3 minutes. Hein. Oui, merci pour ceux qui ont proposé ce débat, c'est-à-dire le collectif culture du Parti communiste et aussi l'Humanité. Et moi, la manière quand même dont a été proposé le débat, et certes c'est très bien d'être modeste, puis après au fur et à mesure quand ça a été évoqué, il a été dit, oui mais nous ne voudrions pas l'hégémonie. Et donc c'est très ouvert, tout le monde se satisfait de ça, ok. Et en même temps, face à nous, on a qui? On a le capital et l'ensemble des travailleurs. Or, là, puisqu'on a parlé beaucoup de la dictature symbolique, en fait, qui se transmet aussi avec des dictatures concrètes, hein, derrière. Moi, bien sûr, chacun ici se rappelle de Lelay, l'ancien directeur général de TF1, qui disait l'important pour une télévision, c'est pas n'importe laquelle, hein. C'est celle qui est la plus puissante d'Europe, qui a le plus d'audience d'Europe. Et qui disait donc, chacun s'en souvient, nous sommes là pour vendre du temps de cerveau disponible, et par exemple pour après vendre du Coca-Cola. Donc moi, comme on a beaucoup cité l'ami Jacques Ralit, ce que j'aimais bien, c'est qu'il terminait toujours tout un débat, etc., en disant il faut travailler à ouvrir davantage en direction des travailleurs, avec les mots certainement mieux dit que je ne peux le dire, franchement. Et puisqu'on a parlé d'hégémonie, bah, évidemment, on pense à notre ami italien Antonio Gramsci. Et lui, quand il se battait, en écoutant les travailleurs, en allant beaucoup au combat, en crevant de faim, en étant en tôle et tout, après, parce qu'il a fallu le punir, eh bien, il envisageait une hégémonie des travailleurs. Or, tout en étant ouvert, et je vais certainement me le formuler, mais j'aimerais bien que peut-être certains veuillent bien intervenir là-dessus, il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Moi, j'ai qu'un frère, il est ouvrier. Il a pris 3 points d'amiante. Et en France, on pourrait donner beaucoup d'exemples comme ça. 60 ans avant, les Anglais avaient interdit l'amiante. 60 ans avant nous. Tout ça pour dire que j'aimerais qu'on développe, bien entendu, sans vouloir manipuler, sans vouloir être bêtement, bien sûr que la culture a son autonomie, etc. Mais j'aimerais quand même qu'on rebondisse sur cette question-là, parce qu'on est dans un combat, on est dans un affrontement aussi. Et la culture n'est pas indépendante de cela. Voilà, c'est simplement pour que, si certains veulent bien rebondir là-dessus, je voulais évoquer, même si c'était maladroit, j'étais sûr de pas trouver les mots, mais si on veut bien rebondir là-dessus. Merci. Merci, c'était pas maladroit. Gramsci parlait d'hégémonie culturelle, ce qui revient d'une certaine façon à la fameuse phrase de Ralit sur le lien entre le poétique et le politique, bien évidemment. Voilà, on est dans l'ordre du symbolique. Et la question que j'évoquais de l'hégémonie tout à l'heure, vous avez compris, était d'une autre nature. Voilà. Le suivant. Moi aussi, je remercie l'Humanité et le collectif culture du Conseil national d'avoir organisé ce débat. Je viens du Nord et que vous dire, bon, c'est complexe, c'est contradictoire. La réalité d'aujourd'hui, je pense que quand on fait le centenaire d'un parti politique, il faut aussi mesurer que le Parti communiste a contribué à cette réalité, dans ce qu'elle a de positif et de négatif. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Madame Beauchesne, sur l'effort qu'on doit faire pour effectivement être en contact avec les jeunes et pas les...
Et je trouve que le problème qu'on a, nous, communistes, c'est qu'on veut toujours proposer ce qui a été fait. Enfin, j'ai l'impression... Et du coup, on passe pour des conservateurs. Enfin, je m'exprime peut-être très mal. Je ne sais pas si ça parle, ce que je dis. Le programme du Conseil national de la résistance, etc. Or, il faut inventer... Aujourd'hui, on est dans l'obligation d'inventer à partir de la réalité actuelle, de la réalité immédiate. Et c'est là où c'est dur. Alors je pense que, effectivement, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Il faut rester fidèle tout en développant, tout en inventant. Et que dire? Oui, moi je pense que effectivement ça va partir de la base. Il faut que, comme dans les églises d'Amérique latine, pendant les dictatures, la théologie de la libération, vous savez que partout, il y ait des foyers comme ça qui mettent en place ces états généraux. D'abord, les états généraux, ça a commencé dans les paroisses. Hein, les gens venaient et écrivaient les cahiers de doléances, etc. Mais je crois beaucoup au travail sur le terrain, à la base. Et pour terminer, je voudrais dire que dans le Nord, le collectif Culture fédérale, pour le centenaire du parti, on propose des ateliers d'écriture. À l'intérieur du parti, bon, ouverts, mais des ateliers d'écriture. C'est-à-dire faire vivre aux gens une expérience d'écriture collective, un moment qu'on vit ensemble autour de ce bazar qui a 100 ans d'existence, avec une histoire pleine d'ombre et de lumière. Vous voyez, et je pense que ça va un peu dans le sens de ce à quoi on réfléchit tous, quoi. Voilà. Merci. Les États généraux de la Révolution française sont un excellent exemple, parce qu'effectivement, c'est parti d'en bas. Moi, je suis Lila Kukierman. Je suis membre du collectif Culture du parti, tout en n'étant pas plus membre du parti. Et je milite aussi dans une association qui s'appelle Décoloniser les arts. Et comme je voudrais rappeler que nous vivons dans une période où un ministre de l'Intérieur parle d'ensauvagement, et que nous sommes ici pour parler de culture et d'art, le rapport comme ça me saute aux yeux. L'ensauvagement, c'est le contraire de l'humanité, et l'humanité, ce qui en fait sa teneur, c'est la culture et c'est sa propension à l'échange artistique. Et puis je voudrais aussi faire référence à la diversité. Nous, on n'emploie pas ce terme-là parce qu'il est complètement euphémisé. Il fait partie de la novlangue de Macron, il fait partie du détournement du langage, opéré par les pouvoirs. Et nous, on nomme les choses comme elles sont. À la tête des institutions culturelles en France, il y a principalement des hommes de plus de 50 ans et blancs. Et pas d'artistes racisés, pas d'artistes issus du colonialisme qui vivent et travaillent en France. Et parmi les précaires des précaires, il y a ceux-là dans les plus précaires encore. Et que si le Parti communiste n'est pas capable, et les institutions culturelles ne sont pas capables de travailler sur ces questions-là en profondeur, eh bien, je pense que les États généraux, quelques noms qu'on puisse leur donner, seront un raté. Ok, merci Leïla. Est-ce qu'il y a encore une demande d'intervention? Je vais vite. Merci pour cette dernière intervention et tout. D'ailleurs, c'était vraiment passionnant. Mais ça me permet de rebondir sur un petit peu mon sujet, mais je ne savais pas que c'était le sujet vu que j'ai commencé et donc j'étais un peu... Voilà, c'est celui des pop cultures, qui est mon travail à peu près quotidien depuis 20 ans. On a fait une maison d'édition qui est spécialisée là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que, évidemment, vous l'avez tous dit, bon, tu as d'ailleurs très bien listé les 3 points. Au milieu de ces 3 points, il y a les cultures populaires. Vous savez, les pop cultures, c'est aussi les contre-cultures, c'est leur autre nom. Aujourd'hui, ce n'est pas des contre-cultures, il y a 5%
moins de 5% de fils d'ouvriers à Polytechnique, moins de 5% de fils d'ouvriers dans les pratiques artistiques, dans ceux qui pratiquent les arts. Évidemment, vous les trouvez tous chez les auteurs de jeunesse sous-payés, vous les trouvez tous chez les trimards provinciaux, vous les trouvez pas dans les opéras, etc. Et si vous allez dans les institutions du livre qui sont très proches du pouvoir, là par contre tout le monde veut devenir artiste chez les bourgeois. Hein, d'ailleurs il y a des écoles d'artistes, d'ailleurs on devient artiste, parce que ça ne permet de pas travailler, de faire ce qu'on veut, de vendre éventuellement un mauvais art académique qui ne sera pas critiqué, du moment que vous êtes adoubé. Et quant aux moyennes d'âge des jurys des prix littéraires qui font quand même le las de la lecture en France, c'est 80 ans. D'accord ? Et c'est des blancs et des bourgeois. Donc on est face à, avec Macron, la généralisation des critères esthétiques, politiques, culturels, etc. et son invasion des critères bourgeois de l'art et de la culture, y compris d'ailleurs la définition province-Paris, la centralisation, l'histoire, tout ça c'est la même chose. Donc pour aller vite, je rebondis complètement, il y a un effort à faire, c'est en direction des pop cultures. Il y a un secteur qui en 20 ans a existé, a produit des poètes considérables. Je citerai que Oxmo Puccino, mais Youssoufa, mais beaucoup d'autres. Ça fait 30 ans qu'il n'a jamais demandé une subvention. Ça fait 30 ans que c'est des rebeux, qui d'ailleurs nous disent à tous, mais je ne suis pas chez vous, moi de toute façon tout ça je m'en fous, on n'a pas besoin de tout ça, nous on ne demande rien pour y arriver. Personnellement, ça fait 20 ans que je publie des livres qui ne peuvent pas être chroniqués dans l'Humanité parce qu'il n'y a aucun chroniqueur en SF, imaginaire, etc., contre-culture. J'en ai quelques-uns, là je vais vous les laisser, ah, ça c'est noir de chez noir. Voilà ce que lisent les 20 ans sur iPhone ou sur papier. Nous on fait du numérique aussi. Hein. Et d'ailleurs je vous signale que dans les pays du Maghreb et de la francophonie, le livre papier, on ne peut même pas en rêver. Donc ils nous demandent tous des EPUB à 1 € parce que les chaînes françaises ne diffusent plus dans la francophonie, à commencer par le Maghreb, c'est-à-dire, vous voyez, c'est l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a un vrai travail à faire, de travail sur soi, travail avec les jeunes. Prenez des moins de 30 ans, quoi, aussi au parti. Et puis lisez de la BD. Mais enfin, à un moment donné, si on ne... On peut pas parler des pop cultures de l'extérieur sans les sentir, quoi. Alors on en fait, il s'en fait partout. Bah, il faut seulement aller là et commencer à les lire. Et je vous promets que même à 80 ans, ça fait du bien. Je peux vous faire une bibliographie. Mais voilà, là je pense que c'est central si on veut parler de culture autrement. Sinon on franchira aucune ligne, on résoudra aucune fracture. Elle est d'abord politique, elle est d'abord sociale. Et pop culture, c'est la culture dans la langue des pauvres pour tout le monde. C'est la langue de tous. C'est pas la culture académique qu'on nous impose aujourd'hui, que ce soit à l'opéra ou ailleurs. Hein, c'est pas un discours anti-opéra. Voilà. Merci Marion, merci Marion. Le message est passé et il y a longtemps que j'ai plus de 30 ans, mais je lis tes livres. Voilà, je le dis. Voilà. Alors moi, je vous propose, on va mettre un terme à ce très riche débat. Je vous propose quand même une issue la plus positive possible. Voilà. Je vais demander à Alexis, peut-être de m'aider dans les jours qui viennent à tirer un peu les enseignements de ces réunions, de ces 2 tables rondes, et peut-être à proposer, non pas un appel, parce que les appels, ils ont eu lieu, voilà, il y a eu l'appel de Montreuil, il y a eu d'autres gens qui ont voulu lancer un appel sur Paris, je pense à Barbara Boulet ou à d'autres, voilà. Et moi, la proposition que je voudrais vous faire, c'est à partir d'un compte-rendu un peu des débats que nous avons eus cet après-midi, d'avancer l'idée, au fond, que tout le monde peut s'inscrire aujourd'hui dans une démarche collective, dans un processus relayé par les réseaux sociaux, par les mails, par tout ce qu'on veut, et qui constituerait à créer des collectifs un peu partout en France, destinés à préparer des états généraux localement pour pouvoir déboucher sur des initiatives plus vastes. Voilà. Et il faut se donner peut-être plusieurs mois. Alors en plus, on a au milieu de tout ça le coronavirus. Je crois comme Julie qu'il faut être un peu transgressif et qu'il faut un peu forcer le passage. Voilà. Même si ça peut nous coûter cher. Voilà. Donc cette proposition-là,
elle peut déboucher dans 1 mois, 2 mois, sur au moins 1 mois et demi pour qu'on fasse circuler les choses. Peut-être on va faire circuler un prétexte, au sens étymologique du terme, parmi les intervenants, parmi tous ceux qui ont laissé leur adresse. Voilà. Et je sais que Jean-Jacques s'est débrouillé pour avoir les coordonnées des gens présents. On est désolé, Julie, que la salle ne soit pas pleine, mais c'était interdit. Voilà, c'était 1 sur 2. C'est comme ça. Voilà. En même temps, il faut que vous sachiez que, à l'initiative de Pierre Laréville, d'Elsa Faucillon et de Marie-Georges Buffet, a eu lieu à l'Assemblée nationale une réunion de députés de différents groupes de gauche, PS, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, PC, qui ont élaboré un texte qu'ils ont appelé un projet de résolution où ils demandent à l'État de s'engager à développer des états généraux, à lancer des états généraux de la culture. Ce texte, comme beaucoup d'appels, est tombé un petit peu dans le désert, dans la suspension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais je pense que c'est un élément important qu'on pourrait intégrer à cette affaire. D'ailleurs, je voulais que les députés en question soient là cet après-midi, ce n'était pas possible. Mais à partir de là, je pense que si on arrive d'ici quelques semaines à élaborer un texte de travail, appelant au travail, appelant à la mobilisation de chacune et de chacun, moi je suis sûr qu'on pourra, en utilisant voilà, tout ce qui est la modernité aujourd'hui de la communication entre les êtres humains, voilà, je pense qu'on peut après constituer une sorte de collectif national qui coordonnerait toute cette affaire. Voilà. Et donc j'en appelle à votre mobilisation, tout simplement. En particulier pour le 17. Et on m'a quasiment ôté les mots de la bouche parce que j'allais terminer sur... mais je voulais quand même donner un peu de solennité à cet appel à la mobilisation pour les États généraux, vous m'en excuserez, mais c'est une préoccupation que j'ai depuis un certain temps. Mais je comptais aussi, en conclusion, vous dire qu'à l'occasion, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, du centenaire, des grands événements qui devaient ponctuer le centenaire du Parti communiste, puisque vous savez que c'est 1920, tout le monde le sait, voilà. Il va y avoir l'inauguration d'une très grande exposition à Fabien, qui a fait appel à des artistes, hein, et qui va donner lieu à la publication d'un catalogue préfacé par Pierre Laurent, et donc qui s'appelle d'ailleurs Libre comme l'art. Voilà, Libre comme l'art. Voilà. Et je crois effectivement que le combat, Alexis le disait au tout début de notre débat, le combat pour l'art, la culture et l'éducation populaire, c'est tout simplement le combat pour la démocratie et pour la liberté. Voilà. Pour la vie. Et pour la vie, absolument Julie, pour la vie. Voilà. Libre comme l'art. Merci beaucoup et à bientôt.